Fairy Tail est un manga qui a marqué les années 2010. Ses personnages attachants, ses musiques géniales et sa communauté fidèle en ont fait un pilier du manga moderne. Cependant, si vous traînez un petit peu sur internet, vous avez dû voir que Fairy Tail est régulièrement la cible de critiques. Comment se fait-il qu'une œuvre aussi populaire à l'époque se fasse aujourd'hui casser les genoux par sa communauté? Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine et pendant le manga pour que ça finisse par autant diviser les gens? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Fairy Tail, un simple clone de One Piece. Quand Fairy Tail venait de sortir et que One Piece continue à s'imposer, les deux mangas étaient un peu vus comme des rivaux, deux mangas mettant en valeur la franche camaraderie. Sur les forums, on se demandait donc lequel des deux il fallait lire. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités entre les deux mangas, et elles étaient toujours à sens unique. Pour certains, Fairy Tail est un plagiat grossier de One Piece et d'autres shonen à la mode. Et c'est vrai que c'est assez troublant. Par exemple, Kageyama au début de l'histoire est le même personnage que Shikamaru dans Naruto, avec le même physique et les mêmes pouvoirs basés sur les ombres. Cette fameuse scène où Grey s'automutile, eh bien c'est la même que pour Zoro, avec la même volonté de protéger ses amis derrière. Gajil ressemble étrangement à Dragon de One Piece, et Loki est presque un copier-coller de Ichigo de Bleach. Le plus choquant, c'est très clairement Gildarts. Quand on le regarde, on pense tout de suite à Shanks. La même figure paternelle du héros, un modèle toujours en vadrouille, Mashima a même avoué lui-même s'être inspiré de Shanks pour créer Gildarts. Et accrochez-vous, ça ne concerne pas que les personnages. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où Usopp se fait tabasser par des voyous dans One Piece, où les Mugiwara iront le venger en anéantissant une cinquantaine de gredins tout seuls? On retrouve exactement la même chose dans Fairy Tail, au moment où la guilde part en expédition punitive contre Phantom Lord, la guilde rivale qui a agressé Levi et laissé pour morte sur un arbre. Mais le plus choquant pour moi, c'est cette scène à la fin du Battle of Fairy Tail. Luxus quitte la guilde, sous les sentiments bienveillants de ses anciens camarades, matérialisés par ce signe. Ah, c'est beau. Ah, c'est émouvant. Ah, c'est un copier-coller de ce moment légendaire de One Piece après l'arc Alabasta. Ce moment où Vivi, la princesse du royaume, est contrainte de rester auprès de son peuple et l'équipage du chapeau de paille lui signifiant qu'elle restera toujours leur Nakama. Ça, c'est de l'émotion. On pourrait s'en tenir à de simples accusations de plagiat, mais au Japon, le plagiat n'est pas perçu de la même façon qu'en France. Là-bas, on parle d'hommage, il suffit que le manga qui s'inspire d'un autre soit suffisamment différent, et c'est bon. Ça peut ressembler à du chipotage, mais c'était important d'en parler pour la suite de la vidéo. Pourquoi un manga aussi beau a un animé aussi moche? Le premier contact qu'on a avec un animé, c'est normalement son opening. Et ça, pour le coup, ça avait bien commencé. Tout le monde connaît ces deux openings dorénavant légendaires qui envoient du lourd. Mais malheureusement, un animé, ce n'est pas que des openings, et concernant l'animation, c'est là que Fairy Tail va perdre des points. Elle est très standard. Les effets spéciaux étaient déjà très passables au début de l'animé, et sont aujourd'hui complètement périmés. Les combats sont presque tous des plans fixes, un manga papier aussi bien dessiné méritait carrément mieux. J'en veux pour preuve le combat contre Zero, qui est absolument somptueux en manga, et auquel l'animé rend si peu hommage, sans déconner c'est un traumatisme de ma jeunesse. Et ça me permet de rebondir sur ça. Natsu, le héros du manga, utilise le feu. Alors pourquoi c'est le truc le plus raté de l'animé? Sans déconner, s'il y avait bien un truc à ne pas rater, c'était ça. Seulement cette animation de mauvaise qualité est une des critiques principales formulées à l'égard de Fairy Tail. Ce serait oublier que Fairy Tail était, malgré ses deux pauses, un animé fleuve, produit en grande partie par A1 Pictures. Ils ont eu tellement de mal à tenir le rythme qu'ils se sont fait aider par deux autres studios et ont dû faire des pauses dans l'animé. On peut donc imaginer que sa production ne devait pas être une partie de plaisir. Un début prometteur qui tourne mal. Soyons honnêtes 2 minutes, Fairy Tail avait un début ultra prometteur et très mature avec de l'enjeu. Ça parlait de mort, d'instruments de destruction massive et d'armes magiques, avant de voir toutes ces bonnes idées tomber en désuétude au fil des arcs. Certes, on renvoie des éléments importants comme l'Éthérion, mais malheureusement tout est retombé au tome 20 et en grande partie à cause du pouvoir de l'amitié. Pour les deux qui dorment au fond, le pouvoir de l'amitié est quelque chose qu'on retrouve dans tous les shonen, aucun ne fait exception. Il consiste en un power-up un peu absurde, une scène où le héros pense à ses amis, qui lui donnent un peu plus de force pour se surpasser chaque jour, et il finira par se relever pour abattre le grand méchant. Et franchement, c'est pas un procédé qui est très dérangeant. C'est plutôt son manque de sens qui a eu tendance à trigger la communauté. Dans Fairy Tail, galvanisés par leurs amis, les héros ne gagnent jamais grâce à une dernière astuce, une ruse bien trouvée ou une contre-attaque brillante. Non, c'est juste « Ni moi taper encore plus fort !» Par exemple, Natsu, le Dragon Slayer du feu, capable de dévorer les flammes pour augmenter sa puissance. Eh bien, il finit par manger n'importe quel type de magie quand le scénario a besoin d'un petit coup de pouce. Et encore, on ne parlera pas du moment où Natsu a carrément fait un Genki Dama quand tous ses amis l'alimentaient en magie. Alors c'est cliché certes, mais on adore ça. C'est des moments de hype incontrôlables et mémorables. Seulement dans Fairy Tail, c'est un schéma qui est beaucoup trop récurrent. On le retrouve à chaque combat, dans chaque arc. Et le pire c'est qu'il efface même les crimes de certains personnages. Ok, tu as manipulé, tué et tenté de faire revenir à la vie le plus grand des mages noirs de tous les temps, mais pas de problème, maintenant on est potes. Quel dommage que ce pouvoir de l'amitié désamorce toutes les tensions, peu importe la situation. Dans Fairy Tail, la mort n'existe pas. Aucun personnage n'est vraiment menacé.
Pourtant, la mort dans un manga ou dans une série, c'est un événement important qui permet au héros d'évoluer. Sauf qu'ici, ça n'arrive jamais. Le vieux maître Makarov aurait dû mourir plusieurs fois, mais il a toujours été sauvé in extremis. La même pour Natsu, Zalef ou Mavis, qui sont censés être morts depuis belle lurette. Et même dans le tout début du manga, Makao aurait dû mourir des suites de ses blessures, mais il s'en sort parce que shonen vie. Mais le moment où j'ai vraiment décroché, c'est avec Lisana. Lisana est la sœur de Mary Jane et love interest de Natsu, qui est censée être morte depuis des années, mais qui ne l'était en fait pas. Elle était juste cachée dans une autre dimension. C'est vraiment à ce moment-là, à la réapparition de Lisana dans Fairy Tail, que j'ai compris quelque chose. Hiro Mashima n'en avait plus rien à foutre. Son but était juste de faire un manga qui plaira à ses lecteurs, quitte à sacrifier la cohérence. Les raisons peuvent être multiples. Après tout, Fairy Tail est un manga pour jeunes ados. Il est donc normal de ne pas vouloir faire mourir des personnages que le public adore. Et quand on voit certains mangaka qui ont reçu des menaces de mort parce qu'un twist ne plaisait pas à leurs fans les plus virulents, ça peut en dissuader certains de prendre des risques. Et c'est malheureusement ce manque d'enjeu global dans l'histoire qui a tué le scénario. Ce qui est dommage car franchement l'histoire commençait bien. La quête de Natsu pour retrouver son père adoptif, le dragon Ignir, était plutôt touchante, mais ça n'est jamais utilisé plus que ça. Des clins d'œil, ils sont faits tout le temps, mais sans plus. Et puis un jour, il le retrouve au pif dans un arc. Je ne ferai pas de blague sur le fait que son père était caché en lui, mais c'est littéralement comme si je tombais dans un coin de rue sur mon père parti acheter des clopes en 2002. Papa ? Les personnages n'ont aucun objectif. Natsu est le seul à en avoir un. Erza et Grey n'en ont simplement pas, et Lucy le remplit à l'épisode 2. Oui, car souvenez-vous, son rêve était simplement de rejoindre la guilde de Fairy Tail. Et on commence à toucher du doigt un gros problème. L'histoire de Fairy Tail au début prenante devient très vite un prétexte. Un prétexte à des enchaînements de combats, de dramas et de relations. Comme par exemple la Tour du Paradis, où c'est littéralement un donjon de RPG où les sous-boss se font farmer un par un. Comment mal rythmer un combat ? Les combats, c'est ce qui rend l'animé ultra frustrant. On voit des personnages qu'on adore faire des trucs de ouf, mais c'est très mal amené et beaucoup trop décousu. En exemple concret, voici le déroulement classique d'un combat dans Fairy Tail. Le méchant et Natsu se retrouvent, phase de provocation. Agrou, je suis le méchant. Natsu fonce, il se fait défoncer. Natsu a un power-up en pensant à ses amis. Natsu fait jeu égal avec le méchant avant d'avoir un nouveau power-up. Natsu finit par porter un coup décisif en fonçant sur son ennemi, s'apprête à le frapper. Freeze frame, on voit l'ennemi valdinguer au loin sans jamais voir le contact du poing sur le visage du méchant Agrou. On dirait un animé des années 90. Exclusivement des plans fixes avec quelques effets, des impact frames et c'est tout. C'est pas dans Fairy Tail où vous verrez de la vraie bonne animation comme dans My Hero Academia ou dans Cowboy Bebop. Les seuls personnages qu'on prendra plaisir à voir se battre seront Gildart, Mistogan, Gerald et Luxus. Et encore, ces combats sont hypants de par leur rareté. L'élément qui prouve selon moi l'énorme manque de gestion de l'œuvre est la fameuse ellipse de 7 ans. Soyons sérieux, le monde change beaucoup en 7 ans. Mais pas là, le seul changement important c'est la perte en prestige de la guilde. Il aurait fallu profiter de l'ellipse pour nous raconter une histoire plus légère avec d'autres personnages, comme dans One Piece. Et Ichiro Oda a profité de ce moment-là pour nous raconter l'enfance de Luffy, Sabo et Ace, ça nous a donné le temps de respirer après un moment traumatisant en changeant de cadre, et on est au final heureux de retrouver les personnages qui nous avaient manqué. Dans Fairy Tail c'est littéralement ellipse, la suite au prochain épisode, panneau 7 ans après. Et ça rend l'ellipse complètement artificielle, comme si Mashima la mettait ici en suivant la petite recette de cuisine du meilleur shonen possible. L'abus de fanservice. Fairy Tail était fait pour avoir du succès. Des chats, des boobs, des mecs torse-poil, du lolicon, des dragons, des chara-design très stylés, il y a au moins une chose là-dedans qui vous plaît. Mais à ratisser trop large, on perd en consistance, cohérence et plein d'autres termes compliqués en anse. Au moins Mashima se faisait kiffer sur les designs de ses persos. De l'homme hibou à la bimbo emo en passant par Steve de Minecraft, tout y est. Fairy Tail devait faire un choix. Devenir le nouveau Full Metal Alchemist avec un univers très mature, parfois sombre et une cohérence à toute épreuve, ou devenir une œuvre de rencontre entre différents passionnés. Le public ciblé par les mecs torse-poil ou par le lolicon, c'est pas les mêmes. Le public ciblé par les dragons et par les chats, c'est pas non plus le même. Fairy Tail est un manga qui a voulu être tellement fédérateur, ratissé tellement large qu'il a fini par en perdre ce qui faisait son sel. Je vous ai fait part des critiques habituelles de Fairy Tail sur le fanservice. Le manga est connu pour être une version manga de l'île de la tentation. Toutes les héroïnes sont des machines à fantasmes à la poitrine gargantuesque, et leurs courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. Ne nous le cachons pas, ça a clairement un but racoleur, tout pour attirer le jeune public masculin. Et le public féminin aussi, parce que Grey affûté comme une lame de rasoir, bah c'était pour les jeunes filles. Les shonen ont l'habitude de nous présenter une classe d'ennemis plus forts que les autres assez rapidement dans leurs histoires, que ce soit les Shichibukai de One Piece, l'Akatsuki dans Naruto, ou encore les Espada dans Bleach. L'exemple le plus réussi étant la Brigade Fantôme d'Hunter x Hunter. C'est toujours des menaces constantes qui peuvent surgir à n'importe quel moment, surclassant dès le début tous les autres personnages de la série. Le problème avec Fairy Tail, c'est qu'il y a autant de groupes de vilains qu'il y a d'arcs. Je caricature un petit peu, mais à chaque fois, on voit de nouveaux méchants apparaître. Ça casse littéralement l'enjeu de chaque arc de la série, car la finalité de chaque groupe est au final de dominer le monde ou de ramener Zélef à la vie. Quand ça fait 3 fois qu'on l'entend, on peut comprendre que ça devienne un petit peu lassant. Ça confirme l'impression que Fairy Tail n'a fait que suivre la recette classique des shonen sans jamais essayer de la comprendre. L'exemple le plus frappant, c'est avec les Dragon Slayer, des mages très rares dont les sorts sont faits pour défaire les dragons. Ça c'est la classe. Et bien en fait il y a encore mieux, les God Slayer. Bon ok, on a encore jamais vu Dieu dans Fairy Tail et ça soulève plein d'autres questions, mais pas le temps d'y réfléchir davantage qu'on nous parle déjà de Demon Slayer. Non mais pas cela.
Ça ressemble franchement à des améliorations de classe comme dans les RPG. Et en parlant de ça, les héros ne s'entraînent pour ainsi dire jamais. C'est que des power-up dopage sur 20 et quand ils s'entraînent, on skip ces passages. C'est dommage parce que dans Bleach par exemple, on nous montre tous les entraînements d'Ichigo, de même dans Hunter x Hunter avec le développement de Gon qui se fait dans ces moments-là. C'est toujours des parties très intéressantes. Ça sert de prétexte à la diffusion d'un message sur le développement personnel. Ici, c'est les combats qui semblent servir d'entraînement, comme si les personnages gagnaient de l'expérience en battant un boss. Les références au RPG. Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, est un grand fan de Monster Hunter. Il a même dessiné un des mangas de la franchise. Et cela explique selon moi la similitude entre certains éléments du manga et du jeu vidéo. Le tableau de quêtes, les dragons, le fait que les quêtes se fassent en groupe, les quêtes de rang S, les héros qui sont accompagnés d'un chat, les tenues frivoles très fanservice, les héroïnes qui sortent toutes d'un outil de création de personnages tenu par un pervers, les power-up comme si les personnages gagnaient un niveau. Au final, tout ce qui est reproché à Fairy Tail est tiré du jeu vidéo, et pas n'importe quel jeu vidéo, on parle de Monster Hunter, une licence phare du PvE multijoueur. On est franchement à la limite de l'isekai, vous savez ce style de manga où le héros est propulsé dans un univers parallèle où les codes sont proches de ceux d'un jeu vidéo. Les codes sont ici les mêmes, sans pour autant porter l'étiquette isekai. Et comme dans les meilleurs RPG, la BO est l'aspect le plus travaillé de l'anime. C'est en grande partie pour ça que l'anime est rentré dans les mémoires. Toutes les musiques sont plus exceptionnelles les unes que les autres. Que ce soit pour exprimer la tristesse ou un combat épique, elles seront toujours vecteurs d'émotions puissantes, contribuant grandement au succès de l'anime. Genre ces plans là, la musique les rend incroyables. Battons-nous les amis, faut pas abandonner! Joignons nos forces à nous tous, on peut y arriver. On va montrer à ce dragon de quoi notre guilde est capable. Quoi qu'on en dise, Fairy Tail est un manga qui a été capital dans son média. Combien de fois j'ai vu en convention des cosplayers qui ne se connaissaient pas, mais qui essayaient malgré tout de reconstituer la petite guilde à échelle humaine. Et outre tous les clichés des conventions, ça fait quand même chaud au cœur de voir des amitiés naître sur un manga. C'est d'autant plus plaisant quand ce manga a fait de l'amitié son message principal, et se fait d'ailleurs critiquer pour ça. Douce ironie. Car oui, j'ai regardé Fairy Tail, et j'ai lu Fairy Tail jusqu'au bout. Je vais être honnête, c'était une obsession masochiste. J'avais envie de voir comment allait se finir ce manga. Ce manga qui m'a accompagné pendant mon adolescence, ce manga qui a forgé mon amour pour ce média, ce manga à travers duquel j'ai découvert d'autres œuvres de bien meilleure qualité. Donc oui, c'est un petit peu honteux à avouer, mais au fond j'aime bien Fairy Tail, comme j'aime bien Yu-Gi-Oh, comme j'aime bien Pokémon. Ce sont des dessins animés qui m'ont marqué et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je ne peux donc pas m'empêcher de regarder ces œuvres de loin, avec une certaine tendresse dans le regard. Juste les gars, vous prenez pas trop la tête. Fairy Tail, c'est un de ces mangas dans lequel faut pas trop s'investir mentalement. Vous ne regarderiez pas Interstellar comme vous regarderiez Camping 3. Au final, grâce à Fairy Tail, j'ai pris du bon temps. Et est-ce que c'est pas ça le plus important ?